Le film commence dans un village reculé du Bhoutan où un couple local pleure la mort de leur jeune fils. La mère peine à regarder le visage de son enfant décédé et sort de le rachuter. Elle erre, inconsolable, et tombe bientôt à genoux. À ce moment, un orage éclate à proximité et un grand gouffre s'ouvre dans le sol. Une gigantesque structure rocheuse émerge et commence à flotter au-dessus de la surface. Les choses deviennent encore plus étranges lorsque l'enfant, qui venait à peine de mourir, se réveille et court vers sa mère. Quelques secondes plus tard, la structure rocheuse émet une énorme vague qui traverse le ciel nocturne. La scène coupe ensuite à un reportage qui révèle que diverses parties du monde ont connu des coupures de courant. Les experts attribuent ces coupures à une force électromagnétique puissante émanant d'une étrange roche flottante dans les montagnes du Bhoutan. Le gouvernement américain reconnaît l'importance et le danger potentiel de cette découverte. Ils organisent donc rapidement une mission secrète pour enquêter sur le problème, mais sans en informer le gouvernement chinois, un pays voisin du Bhoutan. Au quartier général de la NSA, une réunion urgente est convoquée. Les hauts responsables du pays, y compris des généraux de l'armée, quelques sénateurs, le directeur de la NSA et plusieurs autres, débattent de la marche à suivre. Ils décident de lancer une mission combinée militaire et scientifique pour explorer le site. Peu après, le docteur Casey Xaban, un scientifique distingué, est choisi pour diriger la mission. L'expert en ingénierie électrique et structurelle, le docteur Mason Reed, est également recruté pour un soutien technique. Entre-temps, Mason se trouve près de la frontière mexicaine, complètement ignorant de ces développements. Il rend visite à son médecin personnel, qui lui annonce de mauvaises nouvelles concernant sa santé. Il s'avère que Mason souffre de la maladie de Lou Gehrig, ou SLA, et n'a plus que 11 mois à vivre. Dévasté par la nouvelle, l'ingénieur se prépare à rentrer chez lui mais se retrouve dans une altercation avec des habitants. La confrontation devient si violente qu'un des hommes frappe Mason avec un pistolet. Les choses auraient empiré si un hélicoptère militaire américain n'était pas arrivé soudainement sur place. Les habitants, confus et effrayés, s'enfuient tandis que quelques soldats montent Mason à bord de l'appareil. Une fois à bord, Mason reçoit des informations vagues sur une mission urgente. Il rencontre également le responsable des opérations, le docteur Casey, qui lui conseille de rester patient jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. Il ne faut pas longtemps pour que la situation devienne claire, quelques heures plus tard, ils pénètrent dans l'espace aérien bhoutanais. Casey, Mason et les autres membres de l'équipe sont stupéfaits de voir une formation rocheuse géante léviter dans les airs. Peu après, l'avion atterrit et tous les membres de l'équipe descendent. Il est révélé que le gouvernement bhoutanais a accordé une permission exclusive à l'armée américaine pour mener des tests autour de cette roche géante. Le capitaine Tower, responsable de la sécurité autour du site, remet alors à Mason un gros lot de fichiers contenant toutes les informations sur la formation mystérieuse. Cette nuit-là, Mason s'allonge dehors avec les fichiers. Il passe des heures à examiner les images de la roche à l'aide d'une lampe de poche. L'une des photos montre 9 petites perforations sur le côté latéral de la roche. Cela allume une lumière dans l'esprit de Mason et il relie immédiatement les points. Il s'avère que les perforations imitent les 9 planètes de notre système solaire. Le lendemain matin, Mason est réveillé par le docteur Solomon Holt, le médecin-chef de la mission. Le duo se rend rapidement au centre de santé temporaire du camp pour rencontrer 2 habitants. Il est révélé que la femme que nous avons vue dans la première scène est venue au centre avec son fils. Le médecin révèle que la mère a vu son fils décédé revenir à la vie. L'enfant était mort à cause de complications liées à la diphtérie et à la déshydratation. La mère pense que la grande formation rocheuse a aidé l'enfant à sortir des griffes de la mort. Étonnamment, l'enfant ne présente désormais aucun symptôme de maladie et semble parfaitement en bonne santé. Mason est encore plus étonné lorsqu'il ressent une énergie inhabituelle émanant de l'enfant. Suite à cela, Mason se rend au centre d'opération du camp où il rencontre le docteur Casey. Elle lui donne les dernières données et révèle également que les habitants ont nommé cette énorme roche torue. Mason, de son côté, lui parle des 9 perforations sur le côté latéral. Il pense que ces indentations sont un moyen d'entrer dans cette structure. Bien qu'elle soit sceptique concernant la théorie de Mason, Casey lui permet d'essayer. Quelques instants plus tard, toute l'équipe se dirige vers Toru à bord d'un laboratoire mobile monté sur un camion militaire. Mason théorise que les 9 perforations sont des clés représentant les planètes du système solaire de la Terre. Il associe ensuite les coordonnées cosmiques de chaque planète aux indentations. En utilisant 9 sondes métalliques attachées au laboratoire mobile, il fait tourner tous les trous dans le sens anti-horaire. À la grande surprise de tous, ces efforts portent leurs fruits et ils parviennent à démonter une portion de la roche. Ils ont désormais une grande ouverture circulaire ressemblant à une porte menant à l'intérieur de Toru. Pendant ce temps, l'armée américaine reçoit un avertissement indiquant que le gouvernement chinois a détecté leur présence dans la région. Ils ont déjà envoyé 2 jets de chasse MiG pour enquêter davantage sur le site. La salle de contrôle de la NSA, consciente de cette situation, demande aux scientifiques de recueillir des informations aussi rapidement que possible. Cependant, le capitaine Tower refuse de laisser les scientifiques entrer dans la structure en premier. Il veut effectuer un contrôle de sécurité de la zone avant que quiconque ne puisse entrer. Cela provoque un peu de friction entre Tower et Mason.
Mais finalement, Tower et ses hommes entrent, laissant les scientifiques surveiller les événements à travers une caméra de sécurité. Malheureusement, alors que le responsable de la sécurité et ses hommes s'enfoncent plus profondément dans cette roche mystérieuse, les choses commencent à se gâter à l'extérieur. Les jets chinois MiG arrivent et commencent à faire des cercles dans la zone, cherchant les troupes américaines. Une altercation se produit lorsqu'un des jets tire sur le Toru, provoquant une réaction défensive de l'artefact. Un énorme pulse électromagnétique en forme de tentacule émerge du Toru. Il frappe avec une vitesse féroce, détruisant les 2 jets de chasse dans un affichage dramatique de sa puissance. À l'intérieur, le capitaine Tower et ses hommes subissent toute la force du pulse électromagnétique. Un nuage blanc de courant et d'énergie se déplace lentement vers les soldats. Choqué par la rencontre, Tower ordonne à ses hommes d'ouvrir immédiatement le feu. Mais le nuage réagit en incapacitant temporairement tout le monde et emmène l'un des soldats avec lui. La nouvelle de la destruction des MiG chinois atteint rapidement la salle de contrôle de la NSA. Les sénateurs sont désormais conscients que cela va provoquer un scénario terrifiant qui pourrait se terminer par une guerre à grande échelle. Les Chinois penseront que les Américains ont abattu leur jet de chasse. Cela, combiné au fait qu'ils mènent une mission secrète si près de la Chine, sera perçu comme une menace ouverte. Ainsi, l'équipe de la NSA demande au Dr Casey d'obtenir autant d'informations que possible avant que les choses ne dégénèrent en violence. De retour au Bhoutan, les troupes de sécurité parviennent à se retirer du Toru et à retourner au camp. Le capitaine Tower rencontre alors le reste de l'équipe, raconte l'expérience éprouvante à l'intérieur et révèle qu'ils ont perdu l'un de leurs hommes. En entendant cela, Mason devient agité, ce qui mène à une confrontation tendue entre les deux. Mais ils sont rapidement séparés lorsqu'ils reçoivent un appel de la NSA. Mason saisit l'occasion et signale les actions du capitaine Tower à l'équipe de contrôle. Il plaide pour lui-même et pour le Dr Casey afin qu'ils puissent entrer à nouveau dans le Toru dès que possible. Heureusement, l'équipe de contrôle accorde la permission, leur permettant d'entrer dans l'artefact sans aucune présence militaire. Dans la scène suivante, Mason et le Dr Casey s'aventurent plus profondément dans le Toru, naviguant à travers des sentiers étroits avec une visibilité réduite. À l'extérieur, l'agent de la NSA Allen Lisandé arrive sur le site avec plusieurs troupes américaines. Il remarque également de nombreux avions de l'armée chinoise volant dans la zone. Il est évident que le temps presse et que la situation s'intensifie rapidement. À l'intérieur, Mason regarde autour de lui quand Casey l'alerte à un phénomène étrange émergeant à proximité. Le même nuage de courant et d'énergie approche rapidement et les enveloppe d'une lumière brillante. Dans un retournement extraordinaire, le nuage laisse également derrière lui le soldat qu'il avait pris plus tôt. Il se retire ensuite, permettant à Mason et au Dr Casey de retourner sainement à leur camp. Pendant ce temps, les tensions internationales s'intensifient alors que le président américain exige des réponses de la NSA concernant la situation. Les États-Unis envoient également leur ambassadeur en Chine à la recherche d'une solution plus pacifique. Le gouvernement chinois clarifie ses intentions, ils veulent la parité et la transparence. Ils exigent un accès égal à toutes les découvertes que les troupes américaines ont faites à l'intérieur du Toru. L'ambassadeur dit qu'il transmettra cette demande au président américain. Mais son homologue chinois lui rappelle qu'il ne s'agit pas d'une demande. Si les États-Unis ne sont pas transparents quant à leurs découvertes et leurs recherches, la Chine détruira le Toru par la force militaire. La réunion prend donc fin dans une atmosphère tendue, exacerbant encore les tensions entre les deux camps. D'autre part, les choses prennent un tournant mystérieux lorsque Mason et le Dr Casey se dirigent vers la clinique du camp. Mason, qui luttait contre la SLA, demande au Dr Solomon de lui faire un examen médical complet. Cet examen donne un résultat étonnant, il n'y a aucune trace de la maladie dans le corps de Mason. Submergé par ce miracle inexplicable, Mason est ému aux larmes. Il est tellement excité d'avoir retrouvé sa vie qu'il se lève et embrasse passionnément le Dr Casey. Leur moment romantique est rapidement interrompu par l'agent Allen Lisandé qui questionne leur comportement. Mason, encore sous le choc de ce retournement miraculeux, tente d'expliquer qu'il vient d'être guéri d'une maladie potentiellement mortelle. Après cela, l'équipe émet l'hypothèse que le pulse électromagnétique émis par le Toru possède une capacité extraordinaire à régénérer et rajeunir la vie biologique. Cela suggère que le Toru pourrait même être l'étincelle qui a créé la vie sur Terre en premier lieu. Cependant, le chef militaire reste sceptique et suggère que la solution la plus sûre serait de le détruire. Il craint qu'en gardant un objet aussi puissant et mystérieux, cela pourrait représenter une menace mondiale. Mais Mason est fermement en désaccord avec ce plan et souligne que le Toru pourrait redéfinir la compréhension de l'humanité sur l'existence. Pendant ce temps, l'impasse diplomatique entre les gouvernements chinois et américains continue de s'intensifier. L'armée chinoise se mobilise et commence à encercler le site où se trouvent les troupes américaines et le Toru. Un groupe de soldats chinois pénètre bientôt dans le camp américain et les deux camps envisagent maintenant la possibilité d'un conflit sur place. Soudainement, un soldat américain, agissant par peur, tire sur le sergent chinois qui parlait pour ses troupes. La situation atteint un point de rupture alors que tout le monde se prépare au pire. Mais ensuite, quelque chose d'étonnant se produit, alors que le sergent chinois est blessé, le Toru émet un étrange champ énergétique. Le sergent guérit alors miraculeusement en quelques secondes et revient à la vie.
Tous ceux qui assistent à la scène sont abasourdis et choqués. Le sergent est convaincu qu'il vit un événement surnaturel. Il se retire donc avec ses hommes, laissant le camp américain dans un état de confusion. Peu de temps après, le docteur Casey et Mason se lancent dans une autre expédition à l'intérieur du mystérieux Toru. Ils se dirigent lentement vers l'endroit où ils avaient rencontré plus tôt le nuage. La sphère d'énergie les retrouve bientôt et les transporte dans une dimension totalement différente. Les scientifiques se retrouvent dans une pièce blanche, mais bientôt l'entité semblable à un nuage se matérialise devant eux. À travers une représentation visuelle, elle montre l'histoire de la Terre et révèle l'implication des extraterrestres dans l'évolution de l'humanité. L'entité montre comment elle a influencé et façonné le développement de l'humanité, guidant subtilement les progrès humains à travers les âges. Le docteur Casey et Mason regardent avec émerveillement lorsqu'ils réalisent que le Toru a déjà effacé la Terre de tous les organismes. Il a ensuite recommencé la vie et a donné naissance aux humains qui ont finalement peuplé la planète entière. Après cette présentation visuelle, le docteur Casey et Mason sont expulsés au même endroit où ils se tenaient il y a quelques instants. Ils retournent ensuite à leur base pour transmettre toutes les informations qu'ils viennent d'apprendre. Pendant ce temps, des changements drastiques commencent à se produire dans le monde extérieur au Toru. Les scientifiques observent que la planète est enveloppée de nuages épais, ce qui conduit à un développement préoccupant. La perte de lumière solaire entraînera l'extinction d'une grande partie de la biodiversité et aussi l'élimination de toute vie humaine. La National Security Agency rapporte que l'humanité n'a plus que 2 mois avant que l'événement catastrophique ne commence. Désespéré d'empêcher ce désastre, le président américain ordonne à son armée de placer une bombe nucléaire à l'intérieur du Toru et de le détruire. Dans la scène suivante, le colonel Tell place une bombe nucléaire profondément à l'intérieur de l'artefact. Il ordonne ensuite aux soldats américains et aux autres membres de l'équipage d'évacuer la zone. Cependant, les tensions montent lorsque le capitaine Tower et l'agent Lisandé, qui se sont attachés à l'artefact mystérieux, refusent de partir. Ils exigent que le colonel Tell désamorce la bombe, mais ce dernier révèle qu'il est déjà trop tard pour arrêter le processus de détonation. Le temps pressant, le groupe se précipite précipitamment vers le dernier avion de sauvetage disponible. D'autre part, le docteur Casey et Mason refusent également d'abandonner le Toru. Ils tentent courageusement de se rendre à l'emplacement de la bombe pour la désactiver. Mason utilise toute son expertise technique pour essayer de désarmer le dispositif. Mais leurs efforts sont vains et il ne leur reste plus que 3 minutes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas fuir en toute sécurité et acceptent donc leur situation. Le duo s'embrasse, partageant ce qu'ils croient être leur dernier moment. Lorsque le compte à rebours atteint 0, la bombe explose, créant une explosion visible à des kilomètres à la ronde. Mais dans un retournement inattendu, le Toru montre ses capacités extraordinaires en absorbant toute l'énergie dissipée par la bombe. Personne n'est blessé et l'explosion est complètement avalée par le Toru lui-même. Il reconnaît enfin les actions altruistes du docteur Casey et de Mason et décide de partir. Le Toru perd alors sa coque extérieure, révélant une sphère d'énergie qui s'élève lentement dans le ciel et quitte la Terre. Le film passe à 4 mois plus tard, où Mason a désormais été complètement guéri de la SLA. Il attend un bébé avec le docteur Casey, qui n'avait auparavant pas pu concevoir.